Bonsoir. À quelques heures du premier tour des législatives, 5 semaines après la victoire du 6 mai de François Hollande, j'ai envie de vous parler de quelques symboles forts que j'ai ressentis depuis cette victoire. D'abord, il n'a échappé à personne que François Hollande n'est qu'un produit de marketing de remplaçant à celui qui était promis à ce poste, Dominique Strauss-Kahn, dont certaines circonstances ont fait que le scénario prévu n'était plus là. Les communicants ont fait un travail extraordinaire avec François Hollande, il faut le reconnaître. Ils l'ont fait maigrir, ils lui ont appris à devenir un peu plus méchant, un peu moins flambiflasque, dont tout le monde rigolait et tout. On l'a vu face à Nicolas Sarkozy, agressif, l'interrompant sans arrêt. Bon, très franchement, très beau boulot. Ils ont changé une image. Dans son affiche de campagne, il apparaissait comme un mec méchant. Très beau travail. La deuxième chose quand même, c'est que les signaux forts du 6 mai, ça a été la place de la Bastille, avec les drapeaux étrangers, et entre nous, quel contraste avec les 60 ans d'anniversaire de la reine d'Angleterre, où nous avons vu le peuple anglais, dans toute sa diversité, au moins aussi importante que celle de France, n'agiter qu'un seul drapeau, le drapeau britannique. Vous n'avez vu aucun drapeau étranger pour l'Angleterre. Quelle différence avec le 6 mai de la Bastille. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que 93% des musulmans ont voté pour François Hollande. Donc tout le monde sait que François Hollande a été élu grâce au vote des musulmans. Troisième chose importante, c'est que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, dans un deuxième tour des présidentielles, un président n'a pas été élu par la majorité des votants, puisque 2 millions d'électeurs se sont déplacés et ont refusé de choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. On peut donc dire que sur le nombre de votants, François Hollande n'a pas obtenu les 50%. On peut donc traduire que ce n'est absolument pas un vote d'adhésion, mais davantage un vote de rejet de Nicolas Sarkozy, qui s'est produit le 6 mai au soir. Et d'ailleurs, il suffisait de voir dans les rues de France et de Navarre le 7 mai au matin, je suis désolé, on n'était pas du tout comme le 11 mai 1981, où toute la France avait le sourire et tout, c'était la fête. En gros, il s'était pratiquement rien passé. Alors, puisque je parle de symboles, et dans la continuité, je voulais vous parler de la symbolique de la nomination de Ayrault comme Premier ministre. Je trouve que c'est un triple pied de nez extraordinaire. D'abord, rappelons que François Hollande avait promis qu'il ne prendrait pas dans son gouvernement une personne qui avait déjà été condamnée par les tribunaux. Tout le monde sait que Ayrault a été condamné pour sa gestion de Nantes, pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Message qu'on véhicule, c'est tout ça, on raconte ça avant une campagne, mais une fois qu'on est élu, on fait ce qu'on veut. Hein, ça, c'est la gauche morale. La deuxième chose, c'est on sait quand même que François Hollande a énormément parlé de la laïcité pendant sa campagne. Et il nomme Premier ministre un homme dont le site Islamisation révèle qu'il a fourni, entre autres, 200 000 € de subventions pour la construction d'une mosquée à Nantes, une des 3 mosquées de Nantes, à une association qui s'appelle l'Association islamique de l'Ouest de la France, qui est proche de l'UOIF. Troisième pied de nez, on se rappelle quand même que François Hollande, le 6 mai à la Bastille, a terminé son discours par « Soyez fiers d'être Français ». C'est le même héros qui a ouvert en mars 2012 un musée, un mémorial de la commémoration de l'esclavage, sous le prétexte que Nantes a été historiquement le premier port esclavagiste de France. Encore une fois, pas de problème si on parle de l'esclavage, mais on parle de l'ensemble de l'esclavage. Or, qui inaugurait ce mémorial? L'inimitable Taubira, dont on connaît la loi de 2001, où le seul esclavage qu'elle reconnaît est l'esclavage français par rapport à l'esclavage noir africain, et Lilian Thuram, dont on se rappelle quand même que ce prétendu antiraciste s'est distingué dans les vestiaires de l'équipe de France au soir de la victoire de 1998 en regroupant toutes les personnes de couleur autour de lui et en disant « Allez les blacks, on va faire une photo ensemble », ce qu'un international français, Franck Leboeuf, l'a gentiment repris en disant « Mais Lilian, tu te rends compte, si nous, on dit la même chose, allez les blancs, on va faire une photo ensemble, tu diras quoi ?»
Donc, deux très mauvais exemples, sachant qu'on aurait pu faire un musée de l'esclavage, mais en parlant de l'ensemble de l'esclavage. Il n'y a pas à Nantes des personnes qui ont été victimes des razzias barbaresques pendant des siècles et des siècles. Il n'y avait pas à utiliser les travaux remarquables de Tidiane Ndiaye, chercheur sénégalais, qui a fait des recherches sur les conséquences des traites par les Arabes des populations noires africaines, sur la castration de centaines de milliers d'Africains. Ça, c'était un travail pédagogique. C'est pas du tout le message qu'a fait passer Jean Ayrault. Le message qu'il a fait passer est esclavage égale France égale repentance. Je voulais également, puisqu'on parle de messages forts, revenir sur les deux messages les plus forts, à mon avis, qui reviennent depuis 5 semaines. C'est la décision de Christiane Taubira de supprimer les tribunaux correctionnels pour les mineurs multirécidivistes et celle de Manuel Valls d'exiger que les contrôles policiers soient accompagnés d'un espèce de reçu qu'on donnerait aux contrôlés pour éviter, soi-disant, les contrôles aux faciès. Ces deux messages sont terribles. Celui de Taubira est un message essentiellement idéologique. Christiane Taubira ne peut pas ne pas savoir que depuis 1990, les délits faits par des mineurs en France ont augmenté de 575%. Elle ne peut pas ne pas savoir qu'aujourd'hui, en 2012, 25% des viols et agressions sexuelles sont le fait de mineurs, 27% de vols avec armes, 34% de cambriolage, 35% de vols de voitures, 45% de viols sur mineurs, 44% d'incendies volontaires sont le fait de mineurs de moins de 18 ans. Elle ne peut pas ignorer que le jeune Mathieu, qui est coupable d'un crime particulièrement odieux contre Agnès, âgée de 13 ans, qu'il a violée et dont il a incendié le cadavre, était un de ces mineurs multirécidivistes qui, quelques mois auparavant, s'était livré à des agressions sexuelles contre une autre mineure et s'en était simplement sorti au bout de 4 mois par une admonestation du juge pour mineurs. Donc c'est une décision politique terrible qui revient quelque part à dire à la France: nous savons que les mineurs dans ce pays sont de plus en plus violents, mais nous interdisons à la République de se protéger. La deuxième décision terrible, celle de Manuel Valls, est également un message catastrophique envoyé à l'ensemble de la population française. Est-ce que nous sommes dans une situation où nous avons une police qui, depuis 30 ans, multiplie les actes arbitraires contre une partie de la population? Est-ce que nous avons, disons-le clairement, une police raciste, une police d'extrême droite, une police nostalgique du colonialisme? Faut arrêter, on n'est plus dans cette France-là depuis 30 ans. Les faits sont hélas beaucoup plus inquiétants. Nous avons une police qui est confrontée à une nouvelle situation où elle n'a plus la maîtrise de la situation. Nous avons une police qui est restée dans un temps où les délinquants étaient minoritaires dans un quartier, où elle était totalement équipée pour y faire face, et où en outre, il y avait une solidarité des habitants pour travailler avec la police et empêcher que les délinquants fassent la loi. Ceux qui ont suivi les événements de Grenoble à la Reinerie ont vu quand un délinquant, par ailleurs d'origine arabo-musulmane, a tiré sur la police avec des armes de guerre israéliennes et que la police, pour se défendre, a dû le tuer. Nous avons vu une solidarité ethnique de tout un quartier contre la France, contre la République, et donc contre la police. Nous avons vu les policiers de la BAC menacés de mort. Nous avons vu le ministère de l'Intérieur, pour les protéger, être obligé de les déplacer. Nous savons maintenant depuis une trentaine d'années que régulièrement, quand les policiers poursuivent un délinquant et qu'il rentre dans sa cité, dans son territoire, ils sont pris à partie, parfois avec tir à balles réelles, par une population qui s'identifie aux délinquants et pas du tout aux valeurs de la France. Donc, le message que Manuel Valls envoie à toute cette jeunesse délinquante, c'est: nous allons encore compliquer le travail des policiers. Le message qui est envoyé d'autre part, parce qu'on dit qu'il faut arrêter les contrôles aux faciès. La majorité des clandestins, la majorité des immigrés en situation irrégulière sont issus d'Afrique du Nord ou sont issus d'Afrique noire. La réalité aujourd'hui, c'est quand les policiers arrivent à en arrêter, déjà de nombreuses arrestations sont rendues caduques
parce que des juges à l'idéologie droit de l'homiste créent de temps en temps les conditions pour un vice de forme qui fait que les policiers sont obligés de le lâcher. Quand la procédure d'expulsion est réalisée, elle ne s'exerce que dans 15% des cas. 85% des procédures d'expulsion des clandestins ne sont pas effectuées. Le message que Valls envoie, c'est y compris les 15% de procédures d'expulsion seront encore rendues plus difficiles parce qu'on va empêcher la police de faire son travail. Je parlais de symboles. Je voudrais conclure par 10 députés qui seront candidats donc dans quelques heures dans certaines circonscriptions et vous expliquer les symboles qu'ils représentent à mes yeux. Je voudrais vous parler d'abord d'Olivier Ferrand, le président de Terra Nova, celui qui illustre totalement la fête de la Bastille le 6 mai au soir, la conception de la préférence immigrée et la volonté finalement de remplacer un peuple par un autre parce qu'il a jugé que l'avenir de la gauche était là. Olivier Ferrand ne se trompe pas, il se présente à Marseille dans un endroit qui est très très favorable à ses thèses pour ne dire que ça. Je voulais parler également de l'hystérique Cécile Duflot, qui donc, elle, va postuler à Paris. Alors Cécile Duflot, moi certes, chacun est pour la liberté totale sur les prénoms, y compris celui d'appeler sa dernière fille Térébenthine. Moi je trouve que c'est quand même un peu bizarre, j'ai envie de dire pauvre gosse, mais chacun est libre également de s'interroger sur le fait qu'une ministre de la République, qui par ailleurs défend la régularisation du cannabis, puisse avoir comme compagnon un mec qui raconte qu'il se fout totalement de la France et de son histoire. Je voudrais vous parler d'Aurélie Filippetti. Elle est fille de mineurs italiens. Je comprends qu'elle puisse être sensible aux thèses de l'immigration, mais comment une ministre de la République peut-elle confondre ce qu'était l'immigration de son père, une immigration de travail, avec une immigration de peuplement, et est incapable de parler de l'immigration sans une espèce d'hystérie dans la voix, comme si ceux qui s'interrogeaient aujourd'hui sur la réalité d'une immigration sans intégration ne pouvaient pas être les mêmes que ceux qui étaient favorables à une immigration de travail et d'intégration. Je voulais ricaner de Moscovici, donc l'homme qui, à chaque sommet européen, nous raconte en faisant des sauts de cabri qu'on a sauvé la Grèce, qu'on a sauvé l'euro. J'aimerais bien qu'un jour Christine Tazin nous fasse un montage dans ses JR sur tout ce qu'a raconté Moscovici sur l'Union européenne depuis des décennies. Je voudrais également avoir une pensée pour Benoît Hamon, ce brave garçon qui essaye de se faire élire à Trappes et qui, sans doute aucun rapport, a désavoué les sénateurs de gauche qui avaient voté une loi contre le voile des nounous en expliquant que cette loi n'était pas adaptée. Je n'ose penser qu'il a pris ces décisions par rapport au vote de François Hollande ou par rapport à sa future prochaine élection. Est-ce qu'il faut parler de Jack Lang ? Je ne sais pas, on va essayer, dont plus personne ne veut. Parler de l'œuvre de Jack Lang, ça serait un JR à lui tout seul. Simplement, même à Boulogne, ils n'en veulent plus et ils ont fini par lui trouver une circonscription dans les Vosges, bon, peut-être en rapport avec la place des Vosges, cette si prolétarienne place parisienne qu'il fréquente assidûment avec son copain DSK. Allez, je vais vous parler de Laurent Fabius. Un homme qui a tellement de convictions qu'il est rentré au PS uniquement par un choix de carrière, qu'il aurait pu tout à fait être à l'UMP, et qu'il a mené une campagne pour le non au TCE, simplement pour faire pression sur la direction du Parti Socialiste, parce qu'il espérait avoir l'investiture en 2007. Julien Drey le raconte dans son livre « Règlement de compte », et jamais Fabius n'a déposé plainte contre Julien Drey, c'est donc vrai. Et puis, je voudrais terminer quand même par 3 personnes qui marquent quand même ce que c'est la gauche morale. Sylvie Andrieux, députée des quartiers nord de Marseille, ce qui ne l'empêche pas par ailleurs de vivre dans un pavillon très résidentiel juste en bord de mer. Donc Sylvie Andrieux, mise en examen pour avoir quand même fait voter au conseil régional, parce qu'elle est également conseillère régionale de Marseille, des subventions de 700 000 € pour des associations dans les quartiers nord de Marseille qui n'existent pas, et qui servent donc à rabattre un vote communautariste pour elle. Alors quand même, le PS a fini par lui retirer, pour cette élection seulement, le logo du PS, mais ils s'en sont rendus compte trop tard, ils n'ont pas pu présenter une candidate contre elle. Ah, bon sang, c'est dommage. Je voudrais vous parler de Menucci.
Menucci qui vient de se faire épingler par le Canard enchaîné, pourtant peu suspecte d'être méchant avec la gauche, pour avoir fait voter une subvention de 90 000 € à l'Union des familles musulmanes, dont hasard la présidente et sa suppléante aux prochaines législatives où il postule dans la 4e circonscription de Marseille. Et puis Manuel Valls, on va encore revenir à lui, qui a applaudi la baisse de 30% des salaires des ministres, mais qui vient de se faire voter, encore révélé par le Canard enchaîné, une subvention complémentaire de 1 700 € par la municipalité d'Évry, alors qu'il est plus maire et qu'il est simplement conseiller municipal comme les autres. Voilà la gauche morale qu'on connaît. Bah écoutez, tout simplement nous avons affaire avec cette gauche à la poursuite de la décomposition du peuple de France, cernée entre le gauchisme et l'européisme. Les messages qui ont été envoyés par Valls et par Taubira ont été immédiatement reçus 5 sur 5. 3 exemples. Vous avez 744 Marocains qui travaillent à la SNCF et qui entament une mesure judiciaire contre la SNCF, soi-disant parce qu'ils estiment ne pas avoir eu la promotion sociale qu'ils méritaient à la SNCF. Il ne leur vient pas à l'idée que d'abord d'autres Marocains ont pu en profiter, et que peut-être s'ils n'ont pas eu la promotion qu'ils estimaient mériter, c'est peut-être qu'ils étaient moins bons que les autres. C'est une pression à la discrimination positive, exactement dans l'option de la préférence immigrée. Naturellement, personne n'a oublié que le père du sympathique Mohamed Merah, dont il faut se rappeler quand même que certaines racailles se réclament de lui et font des bombages en France à sa mémoire, le père de Mohamed Merah se permet, appuyé par 10 avocats, d'où vient l'argent, de poursuivre le GIGN devant les tribunaux, estimant qu'il est responsable de la mort de son pauvre et innocent fils. Et puis, dernier exemple tout récent, vous savez que ces dernières heures, un délinquant multirécidiviste a cherché à échapper à un contrôle de police et a sauté dans la Seine, qui s'est noyé. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? La famille du sympathique délinquant multirécidiviste a décidé qu'elle allait porter plainte contre la police. Elle n'est pas belle, la France de Hollande, Hérault, Valls et Taubira? Pensez-y dimanche. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui.